Bonsoir, merci de nous rejoindre pour présenter les jeudis de l'ordre. Donc aujourd'hui, le thème est repérer, protéger, signaler les victimes de violences conjugales. Chaque année, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles qui sont commises par leur conjoint ou ex-compagnon. 146 femmes et 27 hommes et 25 enfants sont décédés en 2019 dans le cadre de violences intrafamiliales. Donc pour nous orienter et nous expliquer la façon de procéder pour signaler et tout ce qui concerne le repérage et le système judiciaire qui est mis en place et médico-associatif. Nous avons pour nous accompagner Madame Ernestine Ronet, coprésidente de la commission violence du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et Monsieur Éric Florentino, formateur de SOS Femmes 13. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci au Conseil de l'Ordre des Bouches-du-Rhône de m'inviter chez vous pour parler des violences faites aux femmes. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que les violences faites aux femmes interrogent nos représentations sur ce que c'est qu'être un homme, ce que c'est qu'être une femme, ce que c'est qu'une famille, ce que c'est un couple, ce que sont les enfants et ce que sont les violences. Et je vous invite dans votre tête à penser comment vous percevez les violences, comment vous ressentez les violences et quelle est votre représentation. Je vais parler de moi, c'est le plus simple. Je vais dire que la violence me fait peur. Et je pense que c'est important de dire que parfois, la violence nous fait peur. Et il m'est arrivé d'être face à des hommes violents et de me dire j'ai peur. Mais je me dis en même temps, qu'est-ce que ça doit être pour sa femme? Qu'est-ce que ça doit être pour ses enfants? Et je pense que c'est un des sens du travail que vous allez faire et que vous faites sans doute de repérage et de signalement. La deuxième chose que j'ai envie de dire en introduction, c'est que les premières personnes auxquelles des femmes victimes de violences s'adressent, ce sont des... Je peux enlever le masque? Oui, merci. Je vois que vous me faites le signe. C'est plus agréable pour moi, je vous remercie. Les premières personnes auxquelles s'adressent les femmes victimes de violences, ce sont précisément les médecins. À 25%, donc une femme sur 4, victime de violences et qui déclare avoir été victime, s'adresse aux médecins. Et puis pour 19%, on va dire 1 sur 5, elle s'adresse à un psychiatre ou à un psychologue. Les professionnels de santé sont les premières personnes auxquelles les femmes victimes s'adressent. Et c'est pour moi très important, c'est pour ça que c'est si important pour moi de parler avec vous, pour vous aujourd'hui. En 2019, il y a eu une enquête sur les homicides de femmes, donc moi j'appelle les féminicides, donc des femmes qui ont été tuées par leur compagnon ou leur ex. Les chiffres ont été donnés par Madame très justement. Ce qui est ressorti, c'est que les professionnels de santé qui avaient eu à connaître les violences que les femmes subissaient n'avaient pas signalé. Et c'est pourquoi la loi a bougé, la loi a évolué donc en 2020, justement pour permettre plus facilement le signalement. Et donc c'est une avancée et un appel pour les professionnels de santé, non seulement à signaler, mais surtout à repérer les violences, comme cela a été très bien dit en introduction par Madame. Donc, je ne parle pas de l'importance du nombre. Vous l'avez entendu, plus de 220 000 femmes victimes de violences dans leur couple. Alors, comment on fait pour savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de violence? La première chose à faire, c'est de savoir distinguer violence et conflit. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, je le fais avec mes mains, c'est des marionnettes, mes mains, et je vais vous le faire avec mes mains. Il y a moi, il y a mon conjoint. On est donc, au départ, dans notre petit coup de foudre, sur notre petit nuage, et nous sommes, comme vous le voyez, dans la fusion. Et puis, à un moment donné, sans doute, on va sortir de la fusion,
Moi, je vais penser davantage à mon travail, davantage, je vais sortir avec mes copines, je vais faire du sport. Et lui, pareil, il va penser à son travail, faire du sport et sortir avec ses copains. On aura des moments communs. Ces moments communs, ça sera notamment les enfants, le temps passé avec les enfants, le temps aller au théâtre, en ce moment on peut, aller au bar, etc. Donc, quelque chose des temps communs. Et puis peut-être que dans ce couple-là, à un moment donné, on se séparera, on n'aura plus grand-chose à voir ensemble. Ce qu'il faut avoir dans la tête, c'est que bien sûr, nous aurons des conflits, nous aurons des désaccords. Et dans le cadre du conflit conjugal, je vais même dire que c'est positif d'avoir des conflits. Parce que comment se résout un conflit conjugal? Vous allez penser à vos propres couples. Ça se résout par le langage, par la négociation, par le compromis. Cet été, je veux aller en montagne, tu veux aller à la mer, peut-être qu'on ira à la campagne. Mais ça veut dire qu'on va essayer de trouver un moment commun. Peut-être d'ailleurs qu'une année, ce sera comme ça, l'année d'après comme ça, puis peut-être que chacun partira de son côté pour les vacances. On a le droit d'avoir des désaccords, et c'est très important. Et le conflit conjugal est autorisé par la loi, c'est ça qu'il faut entendre. Et puis, on est à égalité dans le conflit conjugal. Il y a moi, il y a lui, et on a tous les deux autorité sur nos enfants. Dans le cadre de les violences, je vais vous le refaire, il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô ma chérie, je t'aime, t'es où, tu fais quoi? Allô mon chéri, je t'aime, t'es où, tu fais quoi? Quoi? T'as pas confiance? Pourquoi tu me demandes ça? Très vite, dans ce couple-là, l'inégalité s'installe. Et on va avoir non seulement l'inégalité, mais aussi la dévalorisation. Ton beefsteak est trop cuit, ton beefsteak n'est pas assez cuit, ton beefsteak est à point. Quoi que je fasse, ce n'est pas bon. Et ça sera pareil pour les enfants. Pourquoi les enfants sont dehors? Pourquoi ils sont à la maison? Pourquoi ils sont devant la télé? Pourquoi ils font leurs devoirs? De toute façon, quoi que je fasse, ça n'est pas bien. Et vous voyez, il est en train de me casser. Mais en même temps, il va me dire « je t'aime comme personne ne t'aimera ». Et peut-être que dans la même phrase, on aura « mais regarde comme t'es moche ». Et vous voyez le geste que je suis en train de faire. C'est le geste de l'emprise. C'est ça qu'il faut penser. L'emprise, c'est à la fois la dépendance affective, je t'aime, et en même temps la dévalorisation. Quand je suis dans cette position-là, comment j'en sors? J'ai besoin d'un tiers qui m'aide à défaire l'emprise et à reprendre ma vie en main. Protéger une femme victime de violence, ce n'est sûrement pas décider à sa place, c'est avant tout lui permettre de reprendre sa vie en main, et c'est très important. Donc dans les violences, vous l'avez vu, il y a lui qui est dominant, qui a le pouvoir, qui contrôle, et il y a moi qui suis sous sa dépendance au même niveau que les enfants, sous sa domination. Donc on est dans un rapport inégalitaire, un rapport asymétrique, alors que dans le conflit, on est dans un rapport égalitaire, symétrique. C'est ça qu'il faut entendre et bien voir la différence entre conflit et violence. Alors bien sûr, vous le savez, ce n'est pas un scoop, la violence est interdite par la loi. Et c'est très important à entendre, parce que dire la loi, dire c'est interdit par la loi, ça permet de faire penser la victime, et d'ailleurs l'agresseur aussi, que la société n'autorise pas la violence. Et la loi, elle dit ce que la société autorise ou n'autorise pas. Et c'est le sens de la loi. Donc on ne dit pas monsieur est méchant, on dit la loi interdit les violences, c'est pas tout à fait pareil, et ça dit clairement ce que la société pense et ce que la société accepte. Alors, l'histoire de ce couple, c'est quoi? Ça va commencer par la séduction. Donc la séduction, c'est plutôt sympathique, vous allez me dire, et en effet, je trouve que c'est assez sympathique. Mais dans la séduction amoureuse, on a une égalité, une réciprocité. Mais si on est dans la violence, on va être dans donc une séduction qui ne va pas être dans la réciprocité, mais qui va être dans fasciner l'autre, donner confiance à l'autre, essayer de le mettre dans la fusion, comme je vous l'ai montré. Et donc, on va avoir « tu aimes ce livre, moi aussi »,« tu aimes ce plat, moi aussi », « tu aimes cette ville, Marseille, moi aussi ».
Et très vite, on va avoir l'inverse. Tu aimes ce livre, il est nul, tu connais rien à la littérature. Tu aimes ce plat, tu connais rien à la grande cuisine. Tu aimes cette ville, tu vois bien qu'elle est moche. C'est-à-dire que on va avoir les deux en même temps. Et ce qui fait que la dame va être confuse, va pas très bien savoir où elle en est, c'est que cette façon de mettre l'autre sous emprise va faire qu'elle ne sait plus très bien où elle en est. Il va l'embrouiller, comme on dit. Et on va avoir, donc l'emprise, c'est un phénomène très important. On se dit souvent, mais pourquoi elle ne part pas? Mais parce que si d'emblée, il était très, très, très violent, bien sûr qu'elle partirait. Et je vous raconte l'histoire de la grenouille. Vous connaissez la grenouille qu'on plonge dans l'eau bouillante? Elle saute, elle s'en va, elle ne reste pas. Mais vous plongez la grenouille dans l'eau tiède et vous montez le chauffage, et à ce moment-là, elle reste et elle meurt. Et c'est la même chose pour la dame. Le chaud et le froid que fait régner l'agresseur, petit à petit va la casser, petit à petit va l'empêcher de pouvoir penser par elle-même, ce que Marie-France Irigoyen appelle le décervelage. Elle va toujours se demander qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, parce que qu'est-ce qu'elle veut? Elle n'a pas épousé un monstre, elle a épousé au contraire un prince charmant. Et ce qu'elle va vouloir faire, c'est justement lui faire comme il veut. Mais le problème, c'est que ce n'est pas elle le problème, c'est lui. Et donc on va être dans quelque chose qui va s'aggraver petit à petit et qui va la casser petit à petit, comme la grenouille. Excusez-moi de prendre ce terme, mais je trouve que c'est très imagé. Donc ça, c'est une idée importante parce que finalement, ce qui est important pour la victime, c'est de comprendre ce qui lui arrive. Et donc, dans le texte de loi qui donne la possibilité du signalement, on parle d'emprise, mais souvent on ne sait pas ce que c'est. Donc je vous résume ma pensée. L'emprise, c'est à la fois la dépendance affective et en même temps la dévalorisation. Et c'est parce qu'il y a les deux, elle espère toujours qu'il l'aime, comme personne ne l'aimera, et en même temps il la casse. Et c'est ça qui rend les choses compliquées pour la dame, pour sortir de l'emprise. Alors évidemment, je vais reprendre l'histoire avec les différentes formes de violence de ce couple assez rapidement. La première chose, c'est la violence psychologique. Les violences dans le couple commencent toujours par la violence psychologique. Alors la violence psychologique, c'est ce que j'ai dit, c'est l'humiliation, la dévalorisation, l'insulte, l'insulte bien sûr sexiste, chaîne, etc. Je ne vous le fais pas, je n'ai pas envie de faire ça, mais c'est très important parce que c'est ce qui commence à casser la dame, la dévalorisation, l'humiliation. Et elles disent aussi que ce qui leur fait le plus mal, c'est quand elles sont devant les enfants. Ça se fait devant les enfants. Violence psychologique. Très vite, c'est suivi par la violence sexuelle. Alors la violence psychologique, on ne sait pas toujours qu'elle est dans le code pénal. Harcèlement moral dans le couple, ça existe dans le code pénal, c'est 2010, la loi de 2010. Violence sexuelle, c'est pareil, c'est pas toujours bien reconnu. Pourquoi? Parce que quand on se met en couple, eh bien, on a des relations sexuelles assez logiquement. Et donc on pense que puisqu'on a des relations sexuelles, même si je n'ai pas envie, même s'il me fait mal, même si ce n'est pas du tout le type de relation sexuelle que j'ai envie d'avoir, je me dis, je suis en couple. Et la violence sexuelle, comme la violence psychologique, est dangereuse parce qu'elle casse quelqu'un énormément. C'est de l'ordre de la torture, mais peu repérée, encore. Et d'ailleurs, c'est assez facile à entendre, le viol conjugal a été reconnu par la Cour de cassation en 1990 et comme circonstance aggravante seulement en 2006, donc il y a très peu de temps, comme vous l'entendez, au niveau de l'histoire, hein, bien sûr, au niveau des personnes, c'est pas pareil. Et donc, toujours pas très bien reconnu, et d'ailleurs, pas très bien reconnu, il faut le dire clairement, par la justice non plus, soyons clairs. J'ai encore la violence administrative, très importante. Pour vous, la violence administrative, c'est surtout, il prend plutôt la carte vitale. Très important, cette carte vitale. Parce qu'il va savoir quand elle va chez le médecin, il va d'ailleurs peut-être l'accompagner, et on va dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil, il accompagne la dame, mais en réalité,
il contrôle la dame, c'est pas pareil. Elle ne peut pas y aller sans son mari, et il retient la carte vitale, il l'empêche même parfois d'aller voir le médecin. Et donc, évidemment, c'est l'importance de toujours avoir un temps, si le couple arrive, un temps, si c'est madame qui est malade, un temps spécifique pour madame, sans monsieur, pour permettre justement que la parole se libère. Et je pense que les médecins qui font l'expérience de cela voient l'intérêt d'avoir le patient, la patiente en l'occurrence, pour elle-même. En disant ce que je suis en train de dire, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose au départ. Je vous avais entendu d'ailleurs, je dis la victime en pensant à la dame, et je dis l'agresseur en pensant au monsieur. Parce que c'est le cas le plus fréquent, et que c'est ce que dit la Convention du Conseil de l'Europe d'Istanbul. Finalement, les violences domestiques sont disproportionnées, et les femmes subissent de manière disproportionnée les violences dans le couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui peuvent être victimes. Bien sûr qu'il peut y avoir des hommes victimes. Mais le réel nous oblige à voir que c'est essentiellement les femmes. Donc je referme ma parenthèse. J'étais sur violence administrative. Elle n'a pas de carte vitale. Il a pris tous les moyens de paiement. Donc elle n'a aucune autonomie, bien sûr. Et c'est important. Je vais arriver... Alors bien sûr, il a pris les papiers, etc. Les diplômes, même pour nous qui avons des diplômes, pour vous les médecins qui avez des diplômes, il y a bien sûr parmi vous des femmes victimes de violences dans votre profession, et il peut avoir pris les diplômes. J'arrive à la fameuse première gifle, qui est très importante dans l'histoire de ce couple. Violence psychologique, pas bien reconnue. Violence conjugale, pas bien reconnue. Violence sexuelle, pardon, pas bien reconnue. Violence administrative, on ne sait pas que ça existe, y compris dans le code pénal. Mais on arrive à violence physique, la fameuse première gifle. Là, tout le monde sait que c'est interdit, ça s'appelle violence volontaire, et tout le monde sait que c'est interdit. Et c'est à ce moment-là que la dame va chercher de l'aide. Donc elle pourra peut-être chercher de l'aide vers un médecin, vers une assistante sociale, vers... Pas sûr qu'elle révèle d'emblée le fait qu'elle est victime de violence, mais elle ira chercher de l'aide. D'ailleurs, parce que violence physique, comme vous le savez mieux que moi, ça peut être des violences graves, bras cassés, nez cassé, etc. Elle a besoin de soins. Et puis, pas seulement. Parce que les violences dans le couple font mal, mais elles font pas seulement mal au niveau de la tête, au niveau psychologique, elles font mal au corps. Et donc vous allez peut-être soigner quelqu'un pour des problèmes gynécologiques, pour des problèmes d'estomac, pour des problèmes de maux de dos, pour des problèmes pulmonaires chroniques, etc. Je ne vous les fais pas, vous avez sûrement plus de connaissances médicales que moi. Mais la cause, il faut la chercher. Et peut-être que les violences dans le couple sont la cause, ou les violences subies dans l'enfance d'ailleurs. Je me permets de dire ça en même temps pendant que j'y suis. Et donc on sait que les violences conjugales, les violences en général, font mal. Et dans les statistiques qui existent, on a 4 fois plus de dépression donc pour des femmes victimes, 12 fois plus de tentatives de suicide, 7 fois plus de femmes qui sont addictives à l'alcool, 4 fois plus addictives aux drogues. Donc on voit que le fait d'être victime, ça entraîne des conséquences au niveau de la santé extrêmement graves. La santé physique et bien sûr aussi de la santé psychique. Et dans la santé psychique, le truc important à avoir dans la tête, c'est bien sûr les conséquences psychotraumatiques qui ont des conséquences très graves. On sait maintenant, parce que ça a été bien médiatisé avec le terrorisme, que quand on a très 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 peur, on subit un stress très 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 grave et que ce stress très 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 grave entraîne des conséquences neurobiologiques. Et c'est très important à penser. Et donc, évidemment, ça nécessite des soins. Alors, à ce niveau-là, il y a donc la question du repérage. Mais avant d'aller au repérage, je vais parler du cycle de la violence, qui est bien connu, mais je vais vous le faire un peu différemment de ce que vous avez sans doute déjà entendu. Il y a un climat de tension.
la porte s'ouvre le soir, je me demande qu'est-ce qui va se passer ce soir. Il n'y a pas que moi, les enfants qui sont à table se demandent la même chose. Il a l'air de bonne humeur, chouette. Ça va peut-être bien se passer. Mais ça ne veut rien dire. Parce que 3 minutes après, il peut balancer une chaise, il peut balancer les assiettes, il peut bousculer madame, etc., crier, faire peur à toute la famille. Pourquoi ? Parce que les hommes violents sont imprévisibles. On ne sait jamais quand vraiment ça va tomber. Et c'est très important à entendre, parce que si on attend le très 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 grand danger, eh bien on risque d'avoir une dame qui va mourir. Elle va mourir soit de violences physiques, et on sait que quand les violences physiques ont commencé, elles s'aggravent et ça peut aller jusqu'à la mort, mais elles peuvent aussi être des violences psychologiques, je dis bien, et là ça va être la tentative de suicide, voire le suicide réussi. Et d'ailleurs, dans la loi de 2020, vient d'entrer la question du suicide forcé comme circonstance aggravante. Alors, la loi, elle a évolué, et je trouve assez intéressant de vous le raconter, je vous le raconte en 3 minutes, ne vous inquiétez pas. D'abord, en 1992, on a considéré que le fait d'être un partenaire intime, il fallait dire que c'était une circonstance aggravante de tout type de violence. Pourquoi ? Parce que la maison devient le lieu de tous les dangers lorsque il y a des violences conjugales. La violence conjugale, son originalité, c'est qu'elle est continue. Souvent, moi, on me vole mon portable. Quand on me vole mon portable, ça me fait quelque chose, hein. Ça me fait une réaction. Je suis obligée de prendre du Doliprane après parce que ça m'a secouée. Mais n'empêche, je rentre à la maison, je raconte ce qui m'est arrivé et je me rassure. Quand une dame est victime de violences conjugales, elle rentre à la maison et c'est le lieu de tous les dangers. Donc ce n'est pas du tout rassurant. Et c'est ça qui fait la dangerosité de la violence conjugale. C'est qu'elle est imprévisible et qu'elle est continue. Ce n'est pas une fois, c'est tout le temps. Et c'est ça qui fait très mal aux dames. Alors j'ai parlé de l'emprise. Et souvent on dit « cette dame est sous emprise ». Alors je suis d'accord, cette dame est sous emprise. Mais la question qu'il faut se poser derrière, c'est quelle est la stratégie de l'agresseur pour la mettre sous emprise ? Parce qu'elle n'est pas venue, elle n'est pas sous emprise comme ça. Elle a été mise sous emprise par son agresseur. Donc je vais vous donner des éléments de la stratégie de l'agresseur qu'il est très important de repérer dans le cadre de quand on parle avec une dame, parce que ça peut vous aider à l'évaluation de la situation. Je vais le dire dans un certain ordre, parce qu'on ne peut pas dire tout à la fois. Mais vous verrez dans votre pratique, si vous l'utilisez, que ce n'est pas forcément dans l'ordre que je dis. Mais ça existe. Et quand je parle de stratégie de l'agresseur, je m'entends le dire toujours, et je me dis toujours, ils vont dire que je suis complètement, comment on va dire, dogmatique. Mais ce n'est pas dogmatique. Nous avons appris la stratégie de l'agresseur par les femmes elles-mêmes. Quand elles nous racontent les histoires, on a essayé de comprendre, et donc on a appris par les femmes. Pourquoi stratégie de l'agresseur ? Parce que quel est l'objectif d'un agresseur ? C'est de ne pas se faire prendre. Hein. C'est facile, ça. Donc, il met en place quelque chose. Alors d'abord, il isole la victime. L'intérêt d'isoler une victime, c'est 2 choses. C'est à la fois que si elle a besoin d'aide, ben, elle aura du mal à la trouver puisqu'elle est isolée. Tu veux aller voir ta mère, mais on l'a vue la semaine dernière. Tu téléphones encore avec ta copine, mais tu es toujours avec ta copine. Tu veux travailler, arrête de travailler, tu vois bien que tu n'y arrives pas. Isolement. Et quelle est l'importance de l'isolement ? Non seulement de ne pas pouvoir trouver d'aide, mais c'est aussi de ne pas avoir de retour sur... Finalement, si j'ai une copine et que je raconte ce qui m'arrive, ou ma famille, ou n'importe, quelqu'un va me dire « Attends, ce que tu vis, c'est pas normal ». Tandis que là, personne ne pourra me le dire puisque je suis isolée. Et d'ailleurs, même ma famille et mes amis diront « Elle nous somme, il y en a marre, on n'y va pas ». Deuxième chose, on va avoir la dévalorisation de la victime. Je vous ai déjà dit tout à l'heure, l'humiliation, etc. Je n'insiste pas, vous l'avez. L'intérêt, c'est évidemment de casser la victime. Le 3e élément, c'est qu'il va inverser la culpabilité. Alors, c'est quoi inverser la culpabilité ? C'est dire, c'est vrai, je t'ai donné une gifle, mais quand même, ton beefsteak était vraiment mauvais. Donc,
on inverse la culpabilité. Quel est l'intérêt d'inverser la culpabilité? C'est que d'un côté, il se déresponsabilise, et de l'autre côté, il culpabilise la dame. Ton beefsteak était mal cuit, donc c'est de ta faute. Tout le monde sait que mal faire cuire un beefsteak, ça n'est pas une infraction, c'est pas un délit, c'est pas un crime, encore moins. Mais récemment encore, on a vu une dame qui a été tuée pour des champignons mal cuits. Donc on est dans quelque chose qui est complètement dingue. Mais il inverse les choses. Je te punis. Donc inverser la culpabilité, l'intérêt évidemment, c'est que c'est elle qui prend la responsabilité. Et d'ailleurs, c'est pourquoi que les stages en direction des hommes violents ne s'appellent pas stages de sensibilisation, mais stages de responsabilisation des agresseurs. Parce qu'évidemment, l'agresseur va toujours nier la violence. Quatrième élément de la stratégie de l'agresseur, c'est faire régner la peur, la terreur. Et là, je vous le dis parce que c'est vraiment mon expérience, et je pense que c'est ton expérience aussi, Éric, c'est que quand une femme est en danger, c'est la peur qu'on ressent, la terreur qu'elle ressent, nous la ressentons. C'est pour moi le meilleur élément pour dire elle est vraiment en très grand danger. Et quand, vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, où je travaille, donc où je suis responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes, on a mis en place le téléphone grave danger. Et quand on a mis en place le téléphone grave danger, je participais à la remise du téléphone. Et ce qui est pour nous, à chaque fois, j'étais donc avec le procureur, pour nous, ce qui était le plus frappant, c'était cette peur de la dame, cette terreur de la dame, au moment où on lui remettait. Et ce qui était notre récompense, c'est au moment où elle nous le rendait, quand ça allait mieux, c'était plus du tout la même femme. Et je pense que vous percevrez sûrement, si vous commencez à vous intéresser au sujet ou si vous avez déjà l'expérience de vous intéresser au sujet, la peur, c'est le meilleur, on ne peut pas dire mieux. Le cinquième élément, c'est de mettre en place des moyens pour assurer son impunité. Là aussi, vous en avez sûrement fait l'expérience. Monsieur arrive dans votre cabinet avec madame, il est très calme, très posé, très agréable. Madame, elle, peut être très énervée, pas du tout posée, et vous vous dites, mais comment il fait pour supporter cette bonne femme? Dites-vous qu'une dame très énervée, c'est une dame qui peut être très en danger. Parce que les victimes ne sont pas toujours des personnes agréables, je suis tout à fait d'accord avec vous, sans doute le pensez-vous, et pour moi c'est une des preuves qu'elle est vraiment victime. Et monsieur très sympathique, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans l'intimité de ce couple. Et c'est très important de se dire, je ne sais pas ce qui se passe dans l'intimité. Devant moi, il est très sympa, c'est vrai, mais ça ne veut rien dire. Mr. Jekyll et Dr. Hyde, vous les rencontrez, un monsieur très sympathique avec vous, et dans l'intimité, ça peut être un monstre. Donc, toujours se méfier. Mais il ne va pas seulement recruter les professionnels comme alliés, il va aussi recruter sa belle-mère, lui réparer le robinet de la cuisine, et quand la fille dira « j'en peux plus », elle lui dira « mais tu crois pas que tu exagères un peu, tu es un peu trop exigeante ». C'est-à-dire qu'il va se débrouiller pour qu'elle se retrouve encore plus isolée. Et puis, il va verrouiller le secret, ça c'est facile. Si tu vas à la police, ils ne croiront pas. Si tu vas à la police, ils te prendront les enfants. Si tu vas à la police, ils te renverront au pays. Mais il va aussi verrouiller le secret par rapport au médecin. Il ne te croira pas, il va dire que tu es folle, il va t'envoyer à l'asile, méfie-toi. Donc vous entendez comment l'agresseur met en place toute une stratégie pour que madame reste dans la violence, reste avec cet homme violent, parce qu'en même temps, il veut conserver sa proie. Et c'est aussi ça qu'il faut entendre. Un bon agresseur veut conserver sa proie. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques des homicides que j'appelle féminicides, on voit qu'un tiers des meurtriers se suicident. L'objet de leur proie, de leur emprise, n'est plus là, la vie n'a plus de sens, ils se suicident. Et je pense qu'il faut vraiment se dire ça, il veut conserver sa proie. Et donc il la casse au maximum. Et j'ai commencé à parler, je m'aperçois du cycle de la violence, mais je ne suis pas allée au bout, donc je vais au bout. J'ai parlé de la tension, puis on va avoir l'agression, jeter les assiettes, etc., ou pire.
La période de justification, c'est vrai que je t'ai donné une gifle, mais, donc déresponsabilisation d'un côté, culpabilisation, et une période de rémission. Et la période de rémission, c'est la période où la dame revient vous voir. « Oh, il a changé, c'est formidable, il est vraiment très, très, très gentil. » C'est plus du tout le même. Alors évidemment, au moment où peut-être vous avez essayé de trouver une association, de l'aider, vous vous dites quand même, elle est gonflée. Mais il faut se dire que ce qu'on doit lui dire, à mon avis, à cette dame, c'est « Aujourd'hui, c'est votre choix, vous arrêtez les démarches, vous ne souhaitez plus continuer. Mais, vous savez, malheureusement, ça risque de recommencer. » Et le problème de ce cycle, c'est que ce n'est pas un cycle stable. Tension, agression, justification, rémission. Quand elle est bien ferrée, si vous me permettez d'utiliser cette expression, plus de période de rémission. Tension, agression, justification. Et quand elle est complètement cassée, plus de justification, il n'a même plus besoin, et on a tension, agression, et là on lui remet un téléphone grave danger, on demande à Madame la procureure de lui remettre un téléphone grave danger parce qu'on se dit qu'elle est en très très grand danger. Ou bien, de toute façon, qu'elle a besoin d'être vraiment accompagnée parce qu'elle risque de se suicider. La dame qui vous dit « j'en peux plus », évidemment, elle risque de se suicider. Alors, comment on repère ? La dame n'a pas la tête de l'emploi. Donc, on n'a pas forcément la tête de l'emploi. Elle peut avoir l'air très fatiguée, etc., mais il y a plein de raisons pour être fatiguée dans la vie. Il n'y a pas forcément que les violences conjugales. Donc, il y a une façon simple de repérer, c'est de poser la question. Et la Haute Autorité de Santé préconise ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire le questionnement systématique. Et dans le questionnement systématique, il y a 36 façons de poser la question, et la meilleure question, ça sera celle que vous aurez pensée. Moi, j'ai été psychologue de l'éducation, et ma question, c'était « est-ce qu'il y a de la violence à la maison ?» La dame disait « ah non, pas sur les enfants ». Je disais « sur vous ?» Et une maman sur deux, j'ai fini ma carrière avec une maman sur deux qui était victime de violences dans son couple. Plus vous allez poser la question de manière systématique, moins vous stigmatiserez quelqu'un, justement. Et si la dame vous dit « mais pourquoi vous me posez cette question, j'ai la tête de l'emploi ?» vous lui direz « non, je pose cette question à tout le monde. » Et ça vous met à l'aise. Alors évidemment, si elle vous dit « oui », qu'est-ce que vous répondez ? C'est ça la question. Donc si elle vous dit « oui », qu'est-ce que je réponds ? Moi, je réponds 3 choses. La première, la violence est interdite par la loi. Je dis la loi. Je ne suis pas obligé de connaître le code pénal. La violence est interdite par la loi, ça va suffire. Ce n'est pas votre rôle, mais vous pouvez le faire si vous connaissez. Première chose. La deuxième chose que je dis, rien ne justifie la violence. Donc pas plus, bien sûr, le beefsteak mal cuit, que la jupe trop courte, que je ne sais pas quoi. Et puis la troisième chose que je vais dire, c'est il y a des professionnels pour vous aider. Et donc, on va avoir la question de l'orientation dont vous parlera tout à l'heure Éric. Donc le texte de l'HS, le voilà. Vous pouvez aller sur le site de la Haute Autorité de Santé. Je crois que sur le site du CNOM, vous avez également les préconisations de la Haute Autorité de Santé. Alors le signalement. La nouveauté du code pénal maintenant, c'est le signalement par le professionnel de santé avec la levée donc pour un majeur, pour une majeure, la levée du secret professionnel, médical donc, est possible pour une majeure avec 2 conditions réunies. Les violences mettent en cause la vie de la personne majeure, elle est en danger immédiat, et on a peur qu'il y ait une issue fatale. Et le deuxième élément, c'est la victime se trouve sous l'emprise de l'auteur des violences et elle n'est pas en capacité elle-même de demander protection. C'est ça l'idée. Donc le médecin doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la personne victime et en cas de refus, il doit informer la victime qu'il va faire un signalement parce qu'il a peur pour sa vie. Alors, évidemment, c'est une grosse responsabilité. Et c'est important de pouvoir le faire avec la question donc du repérage au départ et puis
si vous pensez qu'il y a un très très grand danger, évidemment, le signalement est important. Et à ce moment-là, il faut évaluer la situation. Et évidemment, ce n'est pas le plus facile. Donc, sur le site, vous avez à la fois une fiche d'évaluation du danger et un modèle de signalement. Alors, j'ai trouvé une phrase dans le Vademecum que vous avez fait, que j'aime beaucoup, qui est une citation de Vladimir Yankelevitch, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui dit « Le devoir de faire commande que c'est à moi de le faire, et séance tenante. » Et je trouve que c'est important parce que souvent on dit « je passe au voisin ». Alors bien sûr, il faut passer au voisin pour l'orientation. Mais passer au voisin, c'est déjà faire quelque chose. C'est pas rien faire. Hein. Parce qu'on peut passer un coup de fil, il y a plein de façons de passer au voisin, d'accompagner la victime vers. Et on a besoin d'accompagnement quand on est très victime. Et puis, il y a la question du signalement. Alors, évidemment, le signalement que vous allez faire n'est pas une expertise, ce n'est pas un certificat médical pour une sanction, c'est donner des indices pour une protection. L'objectif du signalement, c'est la protection. Et pour moi, c'est très important, parce que, évidemment, ce qu'on espère pour les femmes victimes, c'est qu'elles soient protégées. C'est 1, qu'on les croie, 2, qu'elles soient protégées, 3, qu'on applique le principe de précaution, qui est justement la protection. Alors, quelques signaux qui sont donnés, qui rejoignent complètement ce qui est dans votre Vademecum, rejoignent complètement l'expérience que je peux avoir du très grand danger, donc du téléphone grave danger. Du côté de la victime, l'essentiel, c'est l'isolement. Elle est toute seule, elle ne peut pas parler, elle ne sait pas à qui en parler. Alors après, vous allez bien sûr avoir ce que vous allez constater, vous, hein, sur l'isolement, mais pas seulement, le fait qu'elle est dépressive, etc. Et puis, qu'elle a des blessures éventuellement. Et puis, vous allez avoir de l'autre côté de l'auteur 3 choses qui, pour moi, sont essentielles. La première, c'est son passé, judiciaire et psychiatrique. La dame dit, il a déjà été condamné. Bon. Le passé psychiatrique, et puis que vous ne l'aurez pas forcément, et puis quelque chose de simple qui est la menace de mort. Une menace de mort, il faut toujours la prendre au sérieux. On ne sait pas quand ça va arriver. Et bien sûr, les armes, parce que les armes sont faites pour qu'on les utilise. Et pour moi, c'est les éléments les plus simples pour un très grand danger qui nécessite un signalement, même si la dame a trop peur, parce que souvent elles ne portent pas plainte parce qu'elles ont trop peur. Donc ça me paraît le plus important. Et puis, donc je vais m'arrêter sur ces questions-là. Peut-être un petit mot pour finir, je vais finir là-dessus. Je vais finir avec une citation de Gisèle Halimi, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai bien connu, et qui disait « Ne vous résignez jamais. Le refus de se résigner peut stopper la machine grinçante du malheur et la lancer sur d'autres rails. Grâce à vous, nous n'allons pas nous résigner au malheur et nous allons stopper la machine grinçante du malheur pour lancer les femmes sur d'autres rails, c'est-à-dire vers la sortie des violences. » Je vous remercie et je passe la parole à mon collègue qui va vous parler justement vers qui orienter. Bonsoir. Donc effectivement, je représente ce soir une association qui intervient sur Marseille et sur Aix-en-Provence, plus précisément sur les communes et surtout la population du ressort du tribunal judiciaire de Marseille et d'Aix-en-Provence, qui s'appelle SOS Femmes 13, dont le siège est effectivement basé à Marseille. Donc l'idée globale, c'est de vous présenter très rapidement en fait quelles sont les solutions, en tout cas les recours ou les orientations que vous pouvez faire par rapport au public que vous recevez qui serait dans ces situations où je pense que vous avez compris évidemment que c'est des situations extraordinairement complexes à dénouer sur du temps qui peut être long effectivement. Donc SOS Femmes est une association qui intervient à Marseille depuis 45 ans et qui reçoit grosso modo sur le siège, les antennes et les permanences qu'on organise sur
sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône, environ 2400, 2500 femmes par an, grosso modo. Donc c'est des chiffres assez importants. Donc vous avez la liste des permanences qui s'affiche sur les ressorts du TJDEX de Marseille, avec aussi une petite permanence sur le Vaucluse. Et historiquement, la communauté de communes d'Aix était affiliée à celle de Pertuis, donc il y en a une petite percée sur le Vaucluse également. Donc là, on est présent dans ce cadre-là. Vous avez entendu Madame Ronet, effectivement, qui a brillamment présenté l'incroyable difficulté à se positionner pour les victimes. Je me permets de préciser une chose qui est souvent mal comprise par les partenaires, c'est que souvent les partenaires, qu'ils soient du monde de la santé, du monde du social, du monde du juridique, nous voient comme une structure, nous ou d'autres, hein, évidemment, pardon, qui est là pour aider les victimes, aider aussi les partenaires dans leur prise en charge. Ne perdons jamais de vue que pour les femmes elles-mêmes, on représente souvent le dernier endroit où elles ont envie d'aller, en fait. Hein. Parce que venir à SOS Femmes, c'est accepter l'hypothèse de conscientiser qu'on fait partie de la grande famille des femmes battues. Donc venir chez nous, c'est extraordinairement compliqué, c'est extrêmement douloureux. C'est peut-être pas le dernier, peut-être l'avant-dernier, le dernier étant la police ou la gendarmerie, souvent. Mais c'est important de l'entendre, parce qu'on n'oriente pas vers une structure comme la nôtre, comme sur d'autres structures plus faciles à mobiliser. Le parcours est extrêmement douloureux. Je vous dis ça parce qu'avant d'orienter, il y a peut-être un outil qui permet de démystifier ou de rendre les choses plus faciles, c'est le téléphone en fait. Au téléphone, on peut faire des vrais entretiens et ça, on va permettre, madame va pouvoir toucher du doigt qu'on ne va pas non plus activer ses principales peurs. Hein. C'est-à-dire qu'on va la croire. Les femmes victimes de violences, et madame l'a dit, ont une peur panique de ne pas être crues, pour plein de raisons différentes, mais notamment le fait que l'agresseur est souvent dans la sphère publique un homme absolument charmant. Ça a été dit aussi, je m'excuse de répéter, mais c'est important de l'entendre. Ça participe de la difficulté de la prise en charge, en fait. Donc une peur panique de ne pas être cru et une peur panique qu'on lui dise de déposer plainte. Donc au téléphone, dans l'entretien, elle va pouvoir vérifier qu'on va pas être dans cette posture-là et ça va être un élément qui va peut-être faciliter, à un moment donné, la possibilité de venir nous rencontrer et de venir travailler avec elle sur quelles solutions elle peut mobiliser. Grosso modo, le travail qu'on fait, en fait, il y a des femmes qui passent 20 ans de leur vie à se demander pourquoi il est violent, pourquoi il est comme ci, pour adapter son comportement. Et l'enjeu de l'accompagnement qu'on va mettre en place nous, c'est de faire en sorte qu'elle consacre une partie, au moins de cette énergie-là, à se poser la question « comment je ?» Passer du « pourquoi il » à « comment je ?» La rhétorique, on la comprend facilement. Dans la démarche, c'est souvent extrêmement douloureux, extrêmement long. Mais en tout cas, c'est le sens de l'accompagnement qu'on met en place. Après, par ailleurs, vous avez d'autres partenaires sur les territoires des Bouches-du-Rhône. Donc, s'affiche là à l'écran, normalement, grosso modo, 2 types de partenaires. J'ai fait le choix arbitraire de faire recours pour que l'information soit plus repérable. Il y a d'une part les associations spécialisées pour les victimes de violences conjugales, donc sur Aix et Marseille, SOS Femmes. Sur Tarascon, sur le tribunal judiciaire de Tarascon, c'est le CIDFF d'Arles qui est compétent pour recevoir les victimes. Et par ailleurs, vous avez des structures qui font partie d'un réseau national, qui s'appelle le réseau France Victimes, qui reçoit les victimes d'infractions pénales, qui sont des associations qui sont directement affiliées au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice. Et donc là, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Sur Marseille, c'est la VAD, là aussi vous avez les coordonnées. Et pour les tribunaux judiciaires d'Aix et Tarascon, c'est la Perse. Là, il y a plus une lecture juridique, c'est plus pour les personnes qui ont soit entamé une démarche pénale avec un dépôt de plainte, soit qui sont sur le point de le faire. Et des actions spécialisées d'aide aux victimes hors juridique, on va dire, on est plus avant, en amont, pendant éventuellement, et surtout après. Je le dis parce que ça aussi, ça fait partie des patientes que vous recevez. Il y a des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, qui aujourd'hui sont séparées, qui sont a priori en sécurité, par contre qui éprouvent le besoin, parfois 2, 3, 4, 5, 10 ans plus tard, d'évoquer ce qu'elles ont vécu, avec la nécessité absolument impérieuse de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Hein. On parle beaucoup de la culpabilité pendant la relation. Il y a une deuxième vague de culpabilité pour les victimes de violences conjugales qui est après la séparation, où grosso modo, excusez-moi l'expression, mais on se demande pourquoi j'ai été séduite par ce gars, pourquoi j'ai mis 10 ans à m'en sortir, et la dernière question qui est la plus terrible très probablement, quel père j'ai offert à mes enfants.
Ces questions-là sont extrêmement paralysantes, très très difficiles à gérer, et il faut impérativement que les femmes, dans leur phase de reconstruction après la vie de couple, puissent poser des mots sur ces questions-là, sinon la reconstruction va être extrêmement douloureuse, extrêmement longue. De toute façon, elle est toujours douloureuse et longue, mais en tout cas, elle risque d'être encore plus douloureuse, encore plus longue, si on n'arrive pas à traiter ces questions-là. Donc les femmes victimes de violences conjugales, c'est le danger, effectivement, on l'a évoqué. Le signalement est un outil supplémentaire qui n'existait pas pour les médecins, donc on en a parlé, très bien. Mais c'est aussi beaucoup de femmes qui l'ont été, qui ne sont plus aujourd'hui dans la situation. Souvent, ça reste à prouver, parce que s'il y a des enfants, il y a encore des relations qui existent, et souvent, on n'ébrute pas ce qui se passe. Mais même s'il n'y a plus d'enfants ou s'il n'y a pas d'enfants, il y a une phase de reconstruction qui est absolument fondamentale. Et là aussi, sur la santé psychique des femmes, ça laisse des traces et des séquelles absolument durables et qui sont très, très compliquées de traiter. Voilà, en gros, sur le territoire, les interlocuteurs qui sont à votre disposition pour prendre le relais par rapport à vos prises en charge. Et les plannings familiaux, effectivement, qui peuvent aussi intervenir dans ce cadre-là. Pardon, j'avais oublié, qui m'excuse s'ils nous regardent. Les plannings familiaux qui peuvent également intervenir dans ce cadre. Voilà. Merci. Ouais. Il y a une question qui a été posée par un médecin sur la notion de facteur aggravant avec l'alcoolisme de la part de l'agresseur. Donc en fait, effectivement, sur le plan pénal, c'est un facteur aggravant, quel que soit le type de violence, que ce soit une violence conjugale ou autre, ça reste un facteur aggravant. Absolument. Donc, si vous avez d'autres questions, éventuellement, vous voulez peut-être évoquer aussi le violentomètre. Oui, je vais juste dire un mot sur le facteur aggravant. C'est un facteur aggravant parce que c'est un désinhibiteur. Mais ça n'est pas la cause. C'est-à-dire, monsieur est déjà violent, il peut être d'ailleurs violent psychologiquement, et c'est perçu ou c'est pas perçu par la dame, et effectivement, quand ça passe au cou, là, c'est perçu. Donc, il faut se dire que la violence d'un homme alcoolique, c'est pas, ça tombe pas du ciel d'un seul jour, c'est vraiment un facteur aggravant, mais du fait que c'est un désinhibiteur, c'est ça le facteur aggravant, c'est la désinhibition, pareil pour la drogue. Voilà. Il y a aussi une autre notion concernant la victime. Si la victime est alcoolisée par son conjoint, parce qu'il peut y avoir un phénomène dans le couple qui s'installe, ou une prise de médicaments est un facteur aggravant également, parce qu'on dit que la victime est sous emprise, c'est-à-dire que s'il y a une notion de violence sexuelle, sur le plan pénal, c'est un facteur également aggravant. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du Conseil de l'Ordre pour regarder le vade-mecum, la notion de repérage, le signalement certificat médical et violences conjugales. Après, concernant je voulais revenir sur l'association d'aide aux victimes d'actes de délinquance. Donc, ils sont joignables en permanence, en journée. Et le soir, il y a une astreinte qui passe par le service d'accueil des urgences. Donc, si jamais un médecin est confronté à une difficulté, par exemple le vendredi soir, où il ne sait pas comment orienter la victime, il peut faire appel à l'association. Très bien. Voilà. Donc, je voulais remercier Madame Ernestine Ronet, Monsieur Éric Florentino, le docteur Marie-Dominique Métras, notre présidente, l'équipe qui s'occupe d'organiser les jeudis de l'ordre, Charlotte et le monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, et Dany, voilà, de l'association Safar qui s'occupe de la captation et le montage pour vous permettre de revoir les jeudis de l'ordre sur le site du CDOM 13. Et je remercie bien sûr l'auditoire et nous comptons sur vous pour être plus assidus, pour participer au prochain jeudi de l'ordre, donc le jeudi 10 juin, concernant les violences intrafamiliales, parce que là on a commencé par les violences conjugales et il y a un autre niveau, c'est-à-dire les violences intrafamiliales qui concernent également les enfants, parce que quoi qu'il en soit, le retentissement sur les enfants, que ce soit l'emprise de la femme par rapport aux enfants et surtout le devenir de l'enfant.
Et l'emprise de l'auteur, de l'agresseur sur les enfants. Voilà, tout à fait. Donc, Madame Dominique Laurence, la procureure de la République de Marseille, qui abordera le volet pénal. Madame Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeure de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers. Le docteur Vanina Charer, gynécologue délégué Grand Sud de Gynécologie sans frontières. Mélanie Fuentes. Et pour le jeudi 1er juillet, médecine de ville et hôpital, les enjeux du parcours de soins de demain par le docteur André Puget, directeur du SAMU 13. Vous pouvez regarder en replay tous les jeudis de l'ordre et sur le site internet du CDOM 13. Voilà. Merci. Bravo.